Alain Dehaleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur, scénariste, photographe, auteur et réalisateur du film Le Grain de Sable. En quelques mots, c'est quoi votre parcours? À 63 ans, c'est long, hein, à raconter un parcours. Essayez de résumer. Au départ, j'étais fasciné par la science. Et donc, j'ai fait des études de chimie nucléaire. Puis j'ai compris que les télescopes et les microscopes, c'était pas le meilleur moyen de comprendre le monde. Et j'en suis arrivé à essayer de l'aborder avec la caméra. Mais donc mon obsession, c'est piger le jeu dans lequel je suis. C'est quoi ce bazar? Pourquoi on vit? Comment ça marche? Je suis par exemple fasciné par essayer de comprendre la cosmologie ou l'essence même de la matière, quoi. Ça me fascine autant que d'essayer de comprendre l'âme humaine et toute la complexité du monde. Et aujourd'hui, avec la crise du virus, fatalement, on est amené à devoir comprendre cette complexité, quoi. Justement, le Grain de Sable, Oui. le film qui vient de sortir, dont la première était à la RTB il y a quelques jours. Comment est née l'idée de ce documentaire? C'était quoi l'intention de départ? D'abord, c'est une commande. J'ai pas voulu faire ce film. Il m'est arrivé. Et j'adore ça, quand les films m'arrivent. Parce que je faisais un film sur l'immigration, sur une équipe de cricket dans le nord de la France, des Afghans. Et j'étais en montage. Et la veille du confinement, j'étais avec mon ami et d'autres gens. Et on voulait profiter des derniers jours de bars et de restaurants. Et en sortant du restaurant, il y a, à 10h30 du soir, la veille du confinement, il y a Isabelle Christians de RTB qui m'appelle et qui me dit Alain, on ferait pas un film sur le virus? Alors je dis oui, si je peux postposer mon film sur le cricket, volontiers. Et c'est très bien qu'elle me l'ait demandé, parce que même si elle ne me l'avait pas demandé, ça aurait été plus fort que moi, j'aurais pris une caméra. Donc c'est impossible en tant que cinéaste de passer à côté d'une crise comme ça et de ne pas avoir envie de capter ce qui se passe. Vous avez justement choisi de prendre comme protagoniste, narrateur de l'histoire, le virus. Ouais. Et à travers son récit, on parcourt la crise sanitaire jusqu'en octobre. Jusqu'en décembre. Jusqu'en décembre, ouais. Oui, pardon. Ouais. Et en fait, dès le début du film, il nous annonce d'emblée qu'il est le grain de sable dans la machine. Ouais. On se serait trompé de coupable? Mais d'abord, peut-être expliquer pourquoi ça s'appelle le grain de sable dans la machine. À peine Isabelle m'avait appelé pour me proposer de faire ce film, tout de suite je me suis dit, faut vraiment profiter de ce virus, de ce grain de sable, pour interroger la machine. Parce que ça faisait déjà des années que je voyais qu'il n'y avait plus rien qui tournait rond, puisque j'avais fait plein de films sur le nucléaire. Et à travers ces films sur le nucléaire, j'avais été amené à étudier l'énergie, les rapports sociaux, politiques, etc. Et je voyais que ça merdait à tous les niveaux. Donc je me suis dit, je vais profiter de ce grain de sable pour interroger la machine. Parce que si un grain de sable grippe la machine, c'est que la machine n'est pas très fiable. La machine étant notre société. Alors la machine, j'aime bien laisser ouvert. Hein. La machine... je pense que ça dit ce que ça veut dire, mais c'est sûr que c'est le capitalisme, le néolibéralisme, mais la machine, c'est aussi nous. Parce que nous alimentons, en tous les cas, la machine. J'entends des gens, par moments, qui disent « Ouais, c'est incroyable, le monde va pas bien, il faut faire des efforts », et puis qui me disent « Tiens, je pars la semaine prochaine en Grèce ». Nous alimentons la machine, ou moi-même, je suis carnivore, chaque fois que je bouffe de la viande, j'alimente la machine. On l'alimente tous, et nous sommes responsables de la destruction qu'engendre cette machine. Et il faut, d'après moi, même revendiquer cette responsabilité, parce que ça veut dire donc que si on est responsable de quelque chose, c'est qu'on peut agir. Si je dis « Ouais, c'est tous les autres, c'est des enclumes, le gouvernement, je sais pas qui », si c'est leur faute, alors moi je ne peux pas agir. C'est eux qui peuvent agir. Et on délègue indirectement la possibilité d'action à d'autres. Donc moi je dis, si le monde va mal, s'il y a des virus, c'est à cause de moi. C'est à cause de moi.
D'accord, mais cette méthode, enfin, c'est pas une méthode, mais... C'est une pensée anarchiste, ouais. C'est ça l'anarchie, c'est dire je suis responsable, je revendique cette responsabilité. Mais en même temps, j'ai l'impression que l'État, surtout lors de cette crise sanitaire, utilise une stratégie de la culpabilisation aussi, et qui était déjà même présente, en disant on prend trop la voiture, on prend trop l'avion... Mais c'est vrai qu'on prend trop la voiture et qu'on prend trop l'avion. c'est oui, pas une question de culpabilité, c'est des faits. C'est des faits qui nous mettent dans le mur. Donc, tout à fait, mais est-ce que cette stratégie-là... Moi, je trouve, si je peux me permettre, je trouve même que l'État nous encourage à prendre l'avion. Parce que les théâtres sont fermés, les restaurants sont fermés, mais les aéroports sont ouverts. Moi, je trouve qu'il faut fermer les aéroports. Oui, sauf que les voyages sont plus permis, mais... Ben justement, je trouve que c'est pas mal. Il vaut mieux rouvrir les terrasses et les théâtres que ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ouais. C'est certain. Mais donc, cette culpabilisation qui a été utilisée, dont vous parlez aussi dans le documentaire... je ne pense pas avoir parlé de culpabilisation. Il me semble qu'à un moment, un de vos intervenants... je ne sais plus comment il s'appelle, dit oui, on se sent responsable parce que on transmet le virus. Oui, je veux dire, ça a été une stratégie quand même qui a été utilisée en tout cas par le gouvernement pour imposer une série de mesures. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que cette stratégie est utilisée pour contrôler la population, pour la rendre plus docile? Le virus n'a rien changé de fondamental. Il n'a fait qu'accentuer des choses qui étaient là avant. Et Naomi Klein parle de la choc théorie, la théorie du choc. C'est sûr que les gens qui sont au pouvoir utilisent chaque fois des déstabilisations de la société pour mettre le pied encore un peu plus loin dans la porte. Ça, c'est évident. Et donc, fatalement, c'est clair que Macron doit remercier tous les jours ce petit virus de l'avoir sauvé des gilets jaunes. Ça, c'est évident. Et d'autre part, il y a des petits barons, je ne vais pas citer de nom, ils sont tellement nombreux, des petits barons politiques qui sont tout contents de pouvoir rouler les mécaniques et d'imposer des règles comme ça. Ils se sentent exister. Donc, oui, le virus encourage toute la bêtise humaine à tous les niveaux. Oui, on centre vraiment le discours, en tout cas politique, pour le moment essentiellement sur le virus, comme une espèce d'obsession. Et est-ce que vous pensez que la crise sanitaire sert de prétexte aux États pour camoufler les crises systémiques qu'on vit, sociales, environnementales, politiques, démocratiques? Un des intervenants dans le film, Rainer Mansfeld, l'affirme. Et c'est sûr que 2008 a été un choc terrible, un choc financier que les États ont réussi à disons, plus ou moins amortir. Et que c'est sûr que le prochain choc financier, les États ne sont plus capables de l'amortir, et que donc on est à un moment très crucial au niveau financier, par exemple, et que fatalement, trouver un prétexte, c'est merveilleux. Mais en plus d'être un prétexte, c'est un accélérateur. Il y a quelques années, je me souviens, le gouvernement avait un trou de 800 millions et c'était la catastrophe. Je ne sais plus à combien de dizaines de milliards on est de trous financiers en Belgique. Qui va payer? Comme d'habitude, ça va être les pauvres. Ça va être les pauvres. Ça va être nous. Ça va être la culture qui va en prendre un coup. Ça va être... Donc... oui, ça sert à justifier la faillite du système, ça c'est sûr, mais en plus, ça accélère la faillite de ce système. Oui, les mesures sanitaires qui ont été prises, elles ont probablement certainement encore plus alimenté ces crises. Oui. Oui, mais là, c'est très curieux, par exemple, par rapport aux décisions... quand on a commencé le film, avec Catherine, on était là, enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde s'excite? Comme moi, j'avais été tourné pendant une semaine en soins intensifs, je voyais passer des cas Covid à ça, de moi, j'étais avec un bête masque comme ça,
après ça, je me suis senti boulette free. Je me suis dit, virus, même pas peur. Et puis, avec le temps, les choses sont avérées moins claires. Parce que j'ai quand même mon ex-femme qui est tombée malade, mon fils, un tout bon ami qui a failli mourir. Et là, tu te dis, ouais, ok, alors les grands discours comme quoi il ne se passe rien, c'est tout aussi faux que les discours qui disent qu'il faut absolument tout arrêter. Les choses sont... Il faut reconnaître qu'on ne sait pas. Et les gens qui clament des grandes choses comme ça, je trouve qu'ils devraient avoir un peu plus d'humilité. On ne sait pas quoi. On ne sait pas si ce virus est vraiment extrêmement grave. On ne sait pas si vraiment il faut confiner ou pas. Il n'y a aucune étude qui arrive à démontrer quoi que ce soit dans n'importe quelle direction. On a quand même des études là maintenant qui sont sorties. Non, mais les études, elles sont toutes sujets à interprétation. Et pour l'instant, elles sont toutes utilisées idéologiquement. Et il faut... arrêter de dire qu'on sait et qu'on croit. Il y a Étienne Klein qui se marrait, donc c'est un physicien français, qui se marrait, il disait, il y a un journal qui a fait un sondage auprès des Français pour savoir si la chloroquine était un bon médicament ou non. 83% des gens avaient une opinion, ils savaient. La plupart disaient que ça servait, et donc il y a 83% des gens qui sont en fait monsieur et madame Duschmurt, qui savaient si la chloroquine fonctionnait ou non. Il n'y a que 16% des gens qui ont répondu très humblement « Je ne sais pas ». Ben évidemment, on ne sait pas. Alors, aujourd'hui, comme les gens se sentent impuissants, ils se sentent obligés de développer leurs propres croyances. Et toutes ces croyances s'opposent, et tout le monde s'engueule. Et ça sert la machine. La machine, elle se frotte les mains. « Ah, vous êtes occupé à vous engueuler. C'est tout bon, ça. » Moi, je continue à vous diviser pour mieux régner. Et donc, moi, je clame désespérément que, quelles que soient nos opinions, surtout sur ce virus et sur les modalités de gestion de ce virus, putain, les mecs, si on se mettait d'accord sur un truc, c'est qu'il faut débattre calmement de tout ça, et que notre démocratie n'est plus adaptée à ce débat. Et si donc on se mettait d'accord sur le fait d'upgrader notre démocratie, après on va discuter. Et d'ailleurs on va discuter en apprenant à s'écouter. Parce que sur Facebook ou ailleurs, tout le monde clame des choses, et dès que quelqu'un dit quelque chose de contraire, ça s'engueule. Donc il n'y a plus personne capable d'écouter. Or dans une conversation, qui crée la conversation? Celui qui écoute. Là, s'il y a la conversation qui a lieu, c'est parce que vous m'écoutez. Mon film, il a lieu parce que j'ai écouté plein d'autres gens. Donc, il faut réhabiliter l'écoute et le débat et exiger une nouvelle démocratie. Et arrêter toute cette division débile sur « je suis pas d'accord avec ceci, je suis pas... t'es un con, tu crois ça, machin ». Ça sert la machine. Oui, bien sûr que ça sert la machine, oui. mais en même temps, les gouvernements et les États ont quand même imposé une sorte de pensée unique sur cette crise et une seule vision des choses. Donc, les voix dissidentes, d'ailleurs, ont été, pour la plupart, pas mal malmenées, censurées. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles sur la fabrication du film? Aucune. Non? Non. J'ai vraiment eu une carte blanche, je pouvais dire ce que je voulais. Mais c'est sûr que, alors ça c'est ma nature, j'ai pas cherché à cliver. À plein de moments, avec Catherine, on était tentés de dénoncer les Bill Gates, les vaccins, les machins. Il y a 40 000 trucs avec lesquels fondamentalement, personnellement, je suis pas d'accord. Mais je me suis finalement empêché de rentrer là-dedans. Et pourquoi? Mais parce qu'il faut planer plus haut. Parce qu'il faut réunir les gens, parce que toutes ces divisions, tous les discours clivants servent la machine. C'est ça. Il est temps de comprendre ça. Et cette machine, elle glisse doucement vers la dictature. Mais les discours clivants ont lieu parce qu'il n'y a pas de débat. C'est vraiment ça la question. Qui est responsable du fait qu'il n'y ait pas de débat? Nous. Nous? Mais évidemment. Oui, mais il y a des gens qui veulent débattre, mais qui n'ont pas la place de débattre. Non, les gens, je m'excuse, les gens ne veulent pas débattre. Les gens s'engueulent. Ils ne veulent pas débattre. Non, je suis désolé, ils ne débattent pas. Moi, de ce que je vois, les gens ne débattent pas. Qui écoute? Qui
acceptent plus ou moins. Mais les gens sont en colère, donc je pense qu'effectivement, surtout à ce stade-ci, justement, je voulais aller plus loin par rapport à effectivement ce confinement. Effectivement, au premier confinement, on a pu comprendre que cet état de sidération dans lequel tout le monde a été et voilà, perturbé les gouvernements qui ont lancé comme ça ce confinement, même si au début ils n'y croyaient pas, hein, parce que je veux dire, ça a été quand même très compliqué aussi pour eux de prendre des décisions par rapport à ce qui se passait. Mais ce premier confinement est arrivé, et puis là maintenant on est dans un deuxième confinement. On va être confinés toute notre vie. Il faut c'est des méthodes, c'est dit d'ailleurs dans votre documentaire, c'est des méthodes un peu archaïques. Absolument, ça c'est clair. Mais là, fatalement, j'ai mes propres, mes propres convictions. Là-dessus, moi je vis relativement librement ce que j'ai envie de vivre. Je ne tiens absolument pas compte des règles qu'on m'impose, mais je m'impose aussi certaines règles. Les règles, c'est pas les autres qui vont me l'imposer. Moi, je brûle un feu rouge à 2h du matin, hein, s'il y a personne. Je vais pas aller comme un con m'arrêter au feu rouge. Hein. Là, il faut pas être con, quoi. Il y a des gens qui, en pleine campagne, à 2h du matin, s'arrêtent à un croisement, le feu est rouge, il y a personne, ils s'arrêtent. Moi, pas. Les règles sont malheureusement imposées aux gens parce que je pense que les gens n'ont pas assez de règles personnelles. Donc moi, par exemple, mon amie est très soucieuse de la santé de sa maman. On fait un peu attention pour la rassurer. Donc, mais c'est des règles que moi je m'impose. C'est pas le gouvernement. Et d'un autre côté, moi j'invite des gens chez moi dans mon jardin si je veux, ou chez moi. Et chez moi on porte pas le masque. Hein, en fait, il faut s'imposer soi-même des règles. Mais dire, ouais, tout ça c'est de la connerie, ou les masques c'est de la connerie, tout ce genre de discours péremptoire, il ne colle pas à la réalité. Non, la réalité est très complexe, bien sûr. C'est de l'idéologie. Voilà, la réalité est très très complexe. Ouais. Mais, je veux dire, le gouvernement, ça c'est une réalité, nous impose des mesures sanitaires, nous empêche de travailler, de circuler, de créer du contact, d'échanger, tout ça. Ces mesures-là, elles sont bien réelles. Oui, c'est ce que je dis. On n'est pas obligé de les suivre. Désobéissance civile. Ah, voilà, oui, d'accord, ok. Donc t'as pas compris ce que j'ai dit. Si, j'ai compris. Mais il y a des gens qui en déduisent, donc, non, je veux faire ce que je veux. Non, c'est faux aussi. Il faut s'imposer ses propres règles, des règles de respect des autres. C'est dans le collectif qu'on va... c'est-à-dire que... On va trouver la solution. Je sais pas, on va la trouver. Ce que je veux dire, c'est dire que les règles du gouvernement sont fausses n'implique pas nécessairement je fais tout ce que je veux. Non. Il faut s'imposer soi-même des limites et des règles. Et d'ailleurs, cette crise, pour moi, remet en question la notion de liberté. Si la liberté, c'est un but, je fais ce que je veux, j'achète ce que je veux, je dis ce que je veux, comme je veux, à qui je veux. Si ça, c'est la notion de liberté, évidemment, on est frustré maintenant. Évidemment qu'on est frustré, puisque toutes ces libertés sont restreintes. Mais Nelson Mandela, quand il est en prison, il se sent libre. Pourquoi ? Parce que la liberté, pour moi, et à mon avis pour lui, c'est pas un but, c'est une conséquence, c'est un sentiment que l'on ressent quand on a fait ce qu'on doit faire. Et c'est un sentiment... Mandela se sent libre, il est en prison, mais il s'est battu pour son peuple, et il se sent libre. C'est un sentiment qu'on reçoit on se sent libre parce qu'on a fait ce qu'il fallait. Et donc, moi, c'est comme ça que je vois la notion de liberté. Évidemment, tous les gens qui se disent « Ah, je me sens pas libre parce que je peux plus partir en avion en vacances à Madère », oui, évidemment, si on a cette conception-là de la liberté, on a perdu de la liberté. Oh non, mais pour terminer sur ce sujet-là, la liberté, ce n'est pas que ça. C'est la liberté de travailler. Il y a quand même des gens qui ont été privés, ça, je veux dire... Ça, c'est évident. Oui, voilà, oui. Les essentiels, les non-essentiels, cette catégorisation-là a quand même fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. C'est dans le film. Pour les jeunes, le couvre-feu, tout ça. Enfin, voilà. Je suis extrêmement préoccupé par le fait que les théâtres et les artistes en général
j'ai mon fils qui est musicien, ma copine qui est actrice. Donc dans le film, fatalement, je parle de ça. Hein, c'est incontournable. Parce que la culture, c'est ce qui fait qu'on partage en commun quelque chose. Et s'il n'y a plus de culture, ben, ça accentue la division sociale. Et encore une fois, diviser, ça sert la machine. Et donc c'est peut-être pour ça qu'on s'attaque à la culture. Et c'est pour ça que c'est important de défendre la culture. L'Oreca aussi, là où on échange, là où on se retrouve, là où on crée du lien. Oui, bien sûr. Créer du lien devient l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Donc vous faites une télé, et vous rassemblez des gens, vous êtes plusieurs à travailler ensemble. C'est révolutionnaire. Mais une mamie qui invite 3 autres mamies à jouer au bridge, c'est révolutionnaire. Mais c'est ça qui est dingue. C'est qu'aujourd'hui, inviter quelqu'un à jouer aux cartes devient un acte révolutionnaire. Et il faut faire ces petites révolutions. Des jeunes qui se réunissent pour jouer au foot ensemble. Waouh! Mais on en est là. Tellement là, on est divisé, tout acte qui consiste à relier est un acte important, crucial. Catherine Montandou, vous étiez assistante de Alain durant le film. Donc moi j'aimerais bien un petit peu que vous parliez de la fabrication du film, le processus, comment s'est déroulé le processus, les étapes de la fabrication. En fait, je faisais rien. Et Alain m'appelait. Alain m'a appelé. Il m'a dit Arte m'a demandé de faire un film. Et je dis écoute, si tu veux un coup de main, j'ai rien à faire, je vais t'aider. Et puis après, très vite, le volume de travail était énorme parce que c'était une carte blanche. Et ce que je trouve magnifique de ce film, c'est que puisque c'était une carte blanche, on a ratissé très 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 large. Au début, on travaillait 10-12 heures par jour pendant quelques mois, juste à parler, à regarder des interviews, à lire des livres, des articles, Naomi Klein, Edward Snowden, vraiment très très large. Ouais, t'as essayé d'avoir tous ces gens. Oui, et c'était très... une énergie de dingue. Ouais, c'était vraiment insister pendant des mois et des mois. Et aussi par rapport à tout ce qui était... une position officielle. C'est quoi cette crise exactement? Et donc, comme dit Alain, Bill Gates, l'OMS, tous ces pouvoirs. Et l'avantage de ratisser large, c'est vraiment qu'on s'est même décollé de tout ça pour voir quel est le fond du fond du fond de ce qui se passe. Et c'est là où c'est un peu quand on a trouvé... Et donc, on a pu aussi... explorer d'autres approches. Donc Alain, moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il va à fond dans quelque chose. Donc une fois qu'on a une piste, par exemple il est allé à Paris voir Christophe Lallebec, et nous on est allé voir quelqu'un de Extinction Rebellion ici en Belgique, on est allé avec le caméraman qui nous a beaucoup... On a vu un nombre de gens incalculable. Incroyable. Mais ce qui est magnifique... À un moment, on voulait organiser, même avec Extinction Rebellion, on voulait organiser, parce qu'il n'y avait pas de gouvernement, on voulait organiser et filmer une prise de pouvoir des citoyens. C'est l'Assemblée citoyenne. Mais carrément, on voulait faire un faux... coup d'État. Un faux coup d'État. C'est-à-dire que comme il n'y avait pas de pouvoir, pas de gouvernement, un certain nombre de gens allaient s'instaurer, des citoyens prennent la place du gouvernement qui n'a pas lieu. On voulait faire cette action. On a pensé des 40 000 trucs. Mais vraiment déliré. Mais c'est bien parce qu'on s'est calmé aussi. Hein. Oui, à un moment donné, on a dû vraiment se concentrer. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est allé donc voir quelqu'un de Extinction Rebellion ici en Belgique, Boris Libois, qui nous a parlé de la formation d'une assemblée citoyenne, qui est formée de citoyennes tirées au sort, 101 citoyens tirés au sort, qui sont formés au savoir, à la parole, à valoriser leur propre position. Et je trouvais ça, même si ce n'était pas dans le film, ça nous a donné une vision de quelles sont les dynamiques qui sont en place maintenant. Il y a le pouvoir, il y a toutes ces décisions, mais il y a d'autres dynamiques aussi. Et c'est là où, pour moi, le savoir, en faisant toutes ces recherches, mais de façon intense, m'a donné une vue profonde sur beaucoup d'aspects de cette crise. Et je voyais des gens qui passaient leur journée à travailler ou à ne rien faire ou se poser des questions.
Et pour moi, je trouve, avec les discussions avec Alain et Patrice surtout, et le producteur Serge... Oui, Patrice, le caméraman, qui était plus que caméraman. Oui, beaucoup plus. Ouais. Il nous envoyait des articles, enfin, ça brassait. Ouais. Ça brassait. On n'a pas arrêté de discuter. Vraiment. Et je trouve que ça a donné vraiment une compréhension très vaste et très profonde. Et donc, quand je parle... De la machine. De la machine, mais aussi en parlant avec les gens, de distiller des informations pour donner des clés aux gens qui ne comprenaient rien, qui soit se divisaient, soit étaient confus et ne voulaient rien savoir. Avant la crise, on avait quand même justement toute une série de révoltes, les Gilets jaunes, il y a quand même Extinction Rebellion qui a quand même beaucoup... les gens étaient beaucoup dans la rue, un peu partout dans le monde. Hein, les révoltes arrivaient, et cette crise a mis une soupape sur ces révoltes, justement. D'ailleurs, je pense qu'on en parle à un moment dans le documentaire. Oui, tout à fait. Bien sûr. Est-ce que vous pensez que ça a arrangé les gouvernements ? Ben oui. Non, mais ça, on en a parlé là tout à l'heure. Oui, c'est évident. C'est évident. C'est évident. La cote de Macron a remonté. C'est dingue, quand même. Ouais. C'est dingue. Et tout le monde était en admiration devant Sophie... Enfin, tout le monde. La majorité des Belges étaient en admiration devant Sophie Wilmès, qui avait... un an auparavant, coupé 800 millions dans les budgets des hôpitaux. Tout à fait. Tout le monde est en admiration maintenant devant De Croo, qui en fait protège tous les intérêts des riches actionnaires belges, alors qu'il faudrait avant tout que ce soit ces gens-là qui douillent. Et c'est ce mec-là au pouvoir. Et il est au pouvoir alors que les libéraux ont perdu les dernières élections. Mais... La mécanique politique partisane belge fait que c'est comme on dit toujours, le foot, c'est 2 équipes de 11 qui jouent et à la fin c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Et ben, la politique en Belgique, c'est il y a des élections, les partis discutent et finalement c'est toujours le MR qui dirige. Ouais. Et c'est ça la démocratie. Et mon cul. Ouais. Ça serait la démocratie participative, la solution ? En tous les cas, ce que propose Philippe Lambert et d'autres, et Fabian Schindler, qui est un des intervenants du film, c'est de faire un petit coup de ménage, donc un peu secouer le cocotier au niveau de ce qui existe déjà, mais pas bazarder ça, parce que sinon on va vers des crises systémiques, mais d'associer à la démocratie telle qu'elle est, par exemple, une 2e chambre, mais qui, elle, serait tirée au sort avec des citoyens qui ne restent qu'1 an ou 2 pour qu'ils n'aient pas le temps de se faire soudoyer. Ce que les Gilets jaunes ont d'ailleurs proposé. Oui, et qui aurait autant de pouvoir. Aussi. Ça, c'était ça. Et qui aurait autant de pouvoir. Hein. C'est pas qu'ils sont consultés. Hein. Genre, on vous écoute pour faire genre. Non, qui ont autant de pouvoir que les parlementaires. Du coup, les parlementaires, ils vont devoir quand même un peu revoir leur copie sur plein de choses. Hein. Ce sera fini les copinages, machin et tout ça, ça marchera plus. La machine fonctionne sur la collusion entre les intérêts publics et privés. Oui. Donc ça va être très très compliqué. Hein, oui, je ne sais pas comment on va faire. À un moment donné, il faudra se fâcher. Hein. Ou diriger la colère. Ouais. Diriger la colère. Parce je savais que tu allais dire ça. Bah oui, tu me connais. Mais c'est vrai, en fait, c'est vrai que pendant le travail du film, enfin Alain aussi, mais moi, il y avait beaucoup de colère et beaucoup d'angoisse au début. En apprenant tout ce qu'on apprenait. Et heureusement qu'on a pu beaucoup parler de ça et voir comment est-ce qu'on peut transformer ça en créativité, en sachant qu'il y a, par exemple, Naomi Klein ou Edward Snowden. C'était impossible. Eux, ils auraient pu être une sorte de soupape de certains aspects de notre colère et notre angoisse. Mais c'est pas grave. Je trouve qu'Alain a très bien tissé les choses pour que ça se dise quand même. Mais c'est fort. Émotionnellement, je trouve que la colère, ça peut être très fort. Et je trouve que le savoir et le lien sont deux éléments, je trouve, qui fait que ça peut créer quelque chose de constructif. Parce qu'à ce moment-là, on est ensemble, on ne doit pas tout porter, tout avoir la solution, mais réfléchir, prendre le temps et se lier avec la nature aussi. Je trouve que cette partie de nos vies est complètement évacuée. Le rapport au vivant, ça c'est vraiment un point essentiel du documentaire, effectivement. Est-ce qu'on est encore humain ? C'est l'évêque, Christophe Lévesque, qui parle de ça.
Est-ce qu'on est encore humain? Mais justement, je vais revenir aux mesures sanitaires qui, pour moi, en tout cas, ont accentué tout ça. C'est-à-dire, le virtuel est poussé dans des limites qu'on n'a pas encore connues, le télétravail, on est coupé de l'autre, du lien. Donc ce vivant, on s'en éloigne. Et il y a un moment très intéressant, je trouve, dans le documentaire, enfin moi qui m'a beaucoup interpellée, c'est quand je ne sais plus quel intervenant, j'ai oublié son nom, parle de cette société néo-capitaliste qui nous pend au nez, enfin qui est déjà à l'œuvre, cette société technologique qui nous couperait encore plus du vivant. On y est là, dans cette société-là? Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que nos démocraties ont adopté le modèle américain d'après-guerre. Hein, depuis 1945, on suit les Américains, on admire les Américains. Enfin, il faut s'imaginer l'après-guerre. Hein, tout le monde, chewing-gum, c'est bien, ça vient des États-Unis. Les soldats qui arrivent et nous sauvent. Le rock'n'roll, tout ça. Mais on s'en rend pas compte, on est passé maintenant du modèle américain au modèle chinois. Les dirigeants peuvent dire ce qu'ils veulent, ils critiquent le modèle chinois, mais en fait, ils sont occupés à le mettre en place. Mais au niveau politique, à tout niveau. Je veux dire, les reconnaissances faciales, la surveillance, les décrets qui ne se discutent même plus au Parlement, des Macron qui agissent comme s'ils sont Xi Jinping. Non, mais c'est vrai. C'est des petits rois comme ça. Et donc, mais on dit que c'est une démocratie, il va y avoir des élections, etc. Mais on est passé du modèle américain au modèle chinois. Et ça, c'est angoissant, parce que pendant le film, j'ai relu 1984. Et on est exactement dans 1984. Un mélange entre, je dirais, entre Huxley et Orwell. Et Brésil. Et Brésil. Oui, le Covid-19, 1984. Donc la dictature, le totalitarisme, la dictature sanitaire, on est un pied dans le totalitarisme? Oui, déjà on glisse. Et le truc qui est important, c'est que si on dit « et c'est la faute du gouvernement », tout ça, évidemment que c'est un grand paquet d'incompétents, mais je trouve qu'il faut dire « c'est ma responsabilité si la situation est comme ça et je dois faire quelque chose ». Parce que sinon, c'est agir comme un enfant. C'est pas moi, monsieur, c'est lui. Bien sûr. Non, je suis parti de cette machine, j'ai une responsabilité, je dois agir. Mais la perte de confiance des citoyens dans le modèle démocratique, politique, qui date, comme on disait tout à l'heure, de 2008, la colère des gens qui ne fait qu'accroître, avec la crise, elle s'est encore accrue. Les gouvernements deviennent de plus en plus autoritaires. La violence d'État, la surveillance, on en a parlé, et il y a quelque chose dans le documentaire, il y a un intervenant qui dit aussi quelque chose de très intéressant. On utilise la santé pour avoir un contrôle sur les corps et sur les gens. C'est Felwine Sarr qui parle de ça. Felwine Sarr qui très intéressant. Qui est le plus grand penseur actuel africain, enfin un des plus grands. C'est une situation explosive, non? Il parle du biopouvoir. Donc c'est un concept inventé par un philosophe français, Foucault, qui est le danger que les gouvernements cherchent à établir plus de pouvoir sur nous en ayant du pouvoir sur nos corps. Et c'est évident que ce qui se passe actuel, c'est du biopouvoir, c'est-à-dire gardez vos distances. C'est typiquement biopouvoir. N'oubliez pas votre masque. Lavez-vous les mains, petits enfants, etc. C'est du biopouvoir. Ça, c'est évident. Donc, voilà, mais moi, je me lave les mains si j'en ai envie, quand je pense que c'est nécessaire. Je mets mon masque quand je pense que ça peut rassurer les gens autour de moi. Je prends moi les décisions. Je ne me laisse pas influencer par ce qu'on m'impose. Mais je trouve que ce que vous avez dit par rapport à la perte de confiance des citoyens, c'est la perte de confiance en eux-mêmes, qui ne peuvent plus discerner parce qu'on leur dit, et beaucoup de gens, soit ils veulent être, parce qu'ils sont dans la confusion, Naomi Klein parle de sidération,
Et donc, ils veulent être de bons citoyens. Ils veulent, est-ce que je mets mon masque? Je peux mettre mon masque pour les autres, pour moi-même. C'est le martelage. Et je pense que petit à petit, et les gens étant séparés les uns des autres, ils perdent confiance. Bien sûr, et ajouter à cela l'angoisse de mort, enfin, qui règne depuis des mois, ce côté anxiogène qui a quand même été fort entretenu aussi par les médias et les gouvernements n'aide pas, évidemment. Et donc, est-ce que toute cette situation-là, dont on vient de parler, elle est explosive, non? C'est une situation qui... Oui. Qui sent la révolution. Ça, je ne pense pas, et je ne pense pas non plus qu'il faille attendre la révolution. Il faut plutôt attendre un mouvement déterminé de beaucoup de gens pour exiger que le système change. Alors ça, malheureusement, c'est une forme d'utopie aussi, parce que quand je vois dans les grands magasins que les gens... demandent un deuxième sac plastique pour mettre leur truc qui était déjà dans un sac plastique, je me dis, bon, on n'est pas rendu, quoi. Toutes nos incohérences, le chemin va être difficile, hein, mais peut-être que la nécessité, les conditions, la situation va faire émerger soudainement un mouvement. Mais les mouvements existaient avant, déjà. Mais oui, c'est ce que je veux dire, c'est que la pression de la situation va peut-être à un moment donné faire surgir quelque chose. Je pense, pas en Belgique, mais je pense qu'en France, ce printemps, ça va méchamment déraper. Je veux juste dire quelque chose, parce que je trouve que le film, on se demandait comment terminer, et Alain a choisi de filmer dans le potager collectif qu'on a sauvé à Ixelles. C'était pas facile du tout, c'était David contre Goliath, c'était un processus politique, administratif, spirituel, on a sauvé. Mais ce que dit Alain par rapport à des révoltes ou quoi, ça peut être aussi des micro-révoltes. Et ce que je trouve sur local, mais vraiment comme ce potager à Ixelles, ce que nous constatons aussi, c'est que, ok, on a gagné, on a sauvé le terrain, mais la bataille n'est pas du tout finie. Il faut une façon de fonctionner collectivement. Donc c'est tout un processus, c'est pas qu'on arrive une fois qu'on a une révolution, et je pense que c'est important que prendre le pouvoir sur soi-même et de comprendre sa responsabilité, c'est un processus qui ne finit jamais. C'est pas qu'on a réussi. C'est ça les erreurs, par exemple, de toutes ces révolutions. Et par exemple en Russie, on a changé le pouvoir. Mais c'est quand les gens ne prennent pas leurs responsabilités, ils sont toujours à regarder en haut pour voir ce qu'on va faire. Or, effectivement, en disant je prends ma responsabilité, je suis responsable, je fais des erreurs parce que je suis humaine, mais les autres peuvent parer à mes erreurs. Parce qu'on est tous ensemble, moi je ne dois pas tout porter. Ça, je trouve que c'est ça qui peut se passer aussi au niveau... même dans nos vies, comme tu parles des dames qui jouent aux cartes, c'est microscopique jusqu'à macroscopique, et c'est comme des mycéliums. Ça se rejoint, c'est très organique finalement. Mais pour sortir de là où on est là aujourd'hui, parce qu'on est finalement toujours, je veux dire, pas au même point qu'en mars, parce que les choses ont évolué, mais j'ai l'impression qu'elles ont évolué en pire. Donc, oui, parce que moi je fais de l'art martial, et c'est jamais le premier coup qui te fait tomber, c'est le deuxième. Le premier coup est fait pour juste déstabiliser le corps de quelques millimètres, et ça suffit de te sortir de ta balance. Et donc la première vague, ça a été ça, et on a cru avec le mouvement de retour que c'était fini, et c'est paf, le deuxième coup qui te met par terre. Les gens applaudissent plus. Non. Mais moi j'aimais bien, il y a des gens qui trouvaient ça naïf, moi je trouvais ça très beau. On applaudissait aux fenêtres, t'as tous les voisins qui étaient ensemble, et on applaudissait pas que les infirmières, on applaudissait les éboueurs. Moi, ça m'arrivait de me lever à 6h du matin quand j'entendais le camion poubelle, et avec Sandrine, on allait à la fenêtre et on applaudissait les éboueurs. Et alors, il y a un mec qui dit « On est des héros !» parce qu'il voulait dire des héros. « On est des héros ! On est des héros !» Et moi, je disais « Non, pas des héros, des héros !» Et donc, il y avait quelque chose encore de l'ordre de la reliance avec ces applaudissements. Maintenant, on n'applaudit même plus. La caissière du grand magasin. Il y a une souffrance énorme. On n'applaudit plus les éboueurs. On n'applaudit plus personne. On est KO. Oui, il y a... Et même pour se poser la question... bien sûr. On peut se relever,
On est tombé, mais on peut se relever. On peut, mais je pense que c'est en se posant la question aussi pour dire, ils ont déterminé. Qui a déterminé ce qui est essentiel ou non essentiel? Voilà, la culture. Le gouvernement. Le gouvernement, enfin, la culture, c'est pas essentiel. L'autre jour, c'est comme ça que, mais dans un modèle comme le nôtre capitaliste, bien sûr que c'est pas essentiel. Ouais. Mais les gens meurent à l'intérieur. Moi, on a fait une action à la Rue Neuve l'autre jour. Et pour le théâtre et ou la culture. Et on voyait les gens passer avec des sacs de parfums et de vêtements. Ah, c'était hallucinant. Ça, c'est essentiel, mais le théâtre qui est vide, un grand théâtre, le Martyr, qui est derrière, ils ont aligné des chaussures vides devant la porte. Donc, ça me fait questionner aussi, ou ça peut nous faire questionner ce coup. Qu'est-ce qui nous fait tomber quand ce secteur de la culture, cette partie de notre société qui est vide, l'intérieur de nous ne se nourrit plus. Et on est comme des coques vides avec ça. Et peut-être les gens, ils arriveront à un stade, et des petites actions comme ça, les acteurs ou la culture peut éveiller quelque chose, comme une claque. Ah, mais oui, j'ai perdu cette partie de moi-même. Monsieur Michel nous dit qu'il a encouragé les États membres à limiter la propagation du virus en attendant le vaccin et pour permettre de limiter l'impact, en tout cas négatif, économique et social sur la population. Mais le tsunami là, économique et social, il est là. Il est bien là, bien avec ou sans le vaccin, non? Bien sûr. Il était là avant, puisqu'on en parlait. De fait, le virus est une très belle explication de la faillite du système. C'est une bonne excuse pour le système. Ça a commencé en 2008. On n'est toujours pas sorti de 2008. Mais je trouve que le vaccin, justement, c'est vraiment ne pas connaître son corps aussi. C'est pas connaître le vivant. C'est un peu, encore une fois, attendre une solution qui vient et qui va nous sauver. C'est très consommateur, finalement. Enfin, je veux dire, ok, il y a peut-être des personnes qui... Mais quand on creuse, ça ne protège personne. Ça empêche d'avoir des symptômes. Mais on reste toujours contagieux et on peut toujours attraper. Et en plus, je pense que tout ce virus nous donne, aurait pu ou peut nous donner l'occasion de regarder, mais comment ça fonctionne le corps? Comment ça fonctionne le vivant? C'est assez incroyable. Depuis aussi nos recherches, je fais beaucoup de recherches sur le corps. Comment ça marche? De quoi? Mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable tout ce qui prend à la nature, comment ça interagit, comment ça fait qu'on est vivant, qu'on fonctionne sans réfléchir. Et on pourrait partager des savoirs qui nous permettent de peut-être, pas prendre un vaccin, mais peut-être plutôt nous-mêmes nous renforcer et faire honneur à la vie. Et puis, au-delà de la question vaccin, qui pour moi est une question comme la religion ou le sexe, c'est très personnel. Mais il y a quand même un truc, moi, qui m'emmerde avec le vaccin, qui est un truc plutôt... qui n'a rien à voir avec est-ce que c'est dangereux ou pas, etc. C'est que c'est vu... c'est comme un marteau. Je peux planter un clou avec le marteau ou je peux tuer quelqu'un. Donc, c'est pas... On peut pas dire en soi, un vaccin, c'est bon ou pas, pour moi. Mais le problème, c'est que je vois déjà que tout le monde veut l'utiliser d'une certaine façon. C'est-à-dire que le vaccin est un passeport pour que tout continue comme avant. Oui. Or, plus rien ne doit continuer, plus rien. Beaucoup de choses doivent changer. Et donc, le problème, c'est que les gens voient ça comme ça va être la baguette magique pour qu'on revienne à comme avant. Mais si on revient comme avant, c'est terrible, parce que ça veut dire que dans 10 ans, ou même plutôt 5 ans, 10 ans, on va se prendre un gros mur. Nous, on a interrogé 4 politiques. Leur vision, c'est vacciner 70% de la population avant de permettre les rassemblements et donc sans doute l'ouverture de la culture et tout ça. Et ça, c'est pas logique, parce qu'il n'y a pas eu de débat parlementaire. Bien sûr. Voilà. S'il y a une décision qui est imposée par rapport à ça, sans qu'il y ait eu de débat, sans qu'on ait écouté les citoyens, alors là, ça devient du biopouvoir. Parce que et on renforce la machine avec vaccin, les intérêts des labos aussi. C'est un rapport personnel entre moi, mon corps et une substance. Donc l'État n'a rien à m'imposer là. Parce que là, ça redevient de l'idéologie imposée d'en haut. Mais de même, nous, en bas, si on dit
le vaccin c'est nul, on est dans le même jeu, dans la même expression qu'eux. C'est l'envers de la même pièce. Et il faut se situer sur la tranche. Il faut dire, attendez, par rapport à ce genre de choses, chacun a sa position. Et alors là, on est dans un discours différent. Sinon, si on dit, ouais, le vaccin c'est mauvais, ou si on dit, ouais, j'impose le vaccin, on sent bien que c'est le même genre de réaction. C'est la même approche de la vie. Tout à fait. Et cette nuance-là, elle est difficile à faire passer, parce que c'est beaucoup plus facile de dire, ouais, le vaccin c'est de la merde. Non, ouais, le gouvernement c'est de la merde. C'est facile, et alors donc fatalement ce discours passe, où c'est facile pour le gouvernement de dire ouais, il faut imposer 70% à 70% de la population le truc, sinon on est dans la merde. C'est facile, et c'est pour ça qu'ils ont ce discours-là, parce que c'est un discours facile. Et donc si en face, nous avons un discours tout aussi simplissime, eh ben ça va pas, parce qu'on est perdant dans ce rapport de force, puisqu'ils sont plus forts. Donc il faut, pour gérer un rapport de force vis-à-vis de quelqu'un qui est plus fort que nous, il faut proposer une situation nouvelle. Il faut proposer un discours nouveau. Créativité, comme c'est dit à la fin du documentaire. Bah oui, la créativité. Et en fait, ça, c'est comme ça qu'on fait en aïkido, quoi. Si quelqu'un nous attaque à quelqu'un de très fort, si je veux me défendre, je me fais mal, j'ai perdu. Et je réagis exactement selon la même logique que lui. Attaque, défense. On crée une nouvelle situation qui n'a rien à voir, et hop, la personne tombe. Dernière question. Qu'est-ce que vous deux, toi Alain, tu attends du documentaire? Qu'est-ce que tu espères pour l'avenir? Rien. Moi, non. Par rapport au documentaire, et toi-même, qu'est-ce que tu espères? Pour la petite histoire, j'avais fait un film sur les travailleurs du nucléaire. Et vraiment, c'était une bombe. Le film, je crois que c'est le film que j'ai fait qui a le plus perturbé le réel. Il a eu un impact sur le réel. Parce que je donnais une visibilité à des invisibles qui travaillaient dans les centrales nucléaires et que personne ne connaissait. Et le lendemain de la vision du film, j'étais persuadé que toutes les centrales nucléaires françaises allaient se mettre en grève. Tellement je croyais naïvement qu'un film avait un impact sur le réel. Et ça n'a pas été le cas. Et franchement, j'ai eu un coup dans la gueule, mais c'était bon. Je me suis réveillé, je me suis dit, on ne fait pas des films pour changer le monde. Il ne faut pas vouloir changer le monde. Le monde, il change tout seul. Et si on a une volonté de changer le monde, c'est de nouveau du même ordre que ce que fait le gouvernement. Non, on fait des choses parce qu'on y croit, parce qu'on a envie de les faire. Je veux dire, parce que j'y crois, parce que j'ai envie de les faire. Et puis, éventuellement, ce grain de sable qu'on a introduit dans le monde opère quelque chose, mais de lui-même, mais pas par ma volonté, et je n'attends pas qu'il opère un changement. Il ne faut pas faire les choses dans un but, il faut les faire pour les faire. Et il faut faire comme si ça allait changer le monde. Ouais. Mais on sait bien, comme un enfant, que c'est juste un jeu. Hein. Et je trouve aussi que le fait, j'ai eu beaucoup de réactions, c'est beau ce film. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau et de poétique, et ça change le rapport à cette situation. Et je trouve que quand il y a cette beauté et d'autres, enfin, des paroles ou des moments d'un peu plus de poésie, ça fait résonner quelque chose dans les gens qui perdure d'une forme complètement imprévisible et incalculable, mais cette petite chose comme des grains de sable, ça change aussi. Tu dis un mot quand même qui est important, c'est poésie, parce que face à un événement comme ça, je ne me voyais pas faire une voix journalistique, quoi. Et alors, il s'est passé ci, il s'est passé ça. L'événement était tellement important que j'avais vraiment besoin, et c'est dès le début que c'est arrivé, d'y apporter un élément épique ou poétique. Et le virus est le meilleur candidat pour parler de tout ça. Et j'ai vu en lui le plus petit whistleblower, le plus petit sonneur d'alerte ou le plus petit prophète qui nous soit arrivé. C'est minuscule, ce virus pèse même pas 30 K. Donc c'est moins lourd qu'une photo que je t'enverrai par mail. Et ce petit bout d'information, c'est un bout d'information, a grippé un monde où, à chaque seconde,
j'avais les chiffres, je les ai oubliés. À chaque seconde, il y a des milliards de terras qui circulent, puisqu'on a un monde fondé sur l'information. Et 30 cas sont venus bousiller tout le bazar. Donc, un peu de respect pour ce petit virus. Il n'était rien comme nous. Il nous dit quelque chose, et la première chose qu'on veut faire, c'est le zigouiller. Comme tous les whistleblowers, hein. Ou comme tous les prophètes. Oui, bien sûr, hein. bien sûr, oui. D'abord, tu les crucifies, puis tu te dis, tiens, il avait quoi à dire. Et alors on sanctifie. Et le film, sans porter de jugement, dit si on écoutait un petit peu ce qu'il est venu dire là. Alors après, s'il faut, on le zigouillera. mais écoutons, je préfère dire, et après on trouvera un moyen de dealer avec lui pour vivre avec lui. Mais commençons par écouter pourquoi il est là. Pourquoi il y a des virus. Pourquoi et qu'est-ce qu'il dit de notre société. Il faudrait peut-être un peu écouter ce qu'il dit de notre société. À l'RTB, après mon film, il y a eu un débat qui était lamentable, et donc c'était absolument navrant. Et là, tu te dis, il y a encore du chemin. Hein. Si les politiques... Alors, deux choses, ou bien ils n'ont pas regardé le film, mais alors, on peut peut-être encore excuser leurs bêtises, mais s'ils ont vu le film... Ils n'ont pas parlé du film. Et s'ils ont vu le film, et qu'ils n'ont pas rebondi dessus, alors là, c'est encore plus grave, parce que ça veut dire que qui sont absolument pas à leur place, quoi. Absolument pas à leur place. Mais c'est nous qui les avons mis là. Enfin, et c'est aussi le système qui nous force à mettre ces gens-là. C'est pour ça que moi je propose d'upgrader la démocratie pour que le système étant différent, ce ne soit plus des gens irresponsables qui nous imposent des choses. Ça sera le mot de la fin. Merci en tout cas pour votre travail, pour le documentaire. J'ai beaucoup apprécié et on a été ravis de vous recevoir. Merci.